Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, la deuxième partie qui commence. On a démarré avec une pièce de théâtre cette édition. Bien, je vous propose de la terminer avec une lecture, avec notre interview. Daniel Ishbia est connecté avec nous à distance. Notre interview avec ce journaliste spécialiste des nouvelles technologies et auteur de cet ouvrage ChatGPT, qui es-tu, paru chez Eni. Alors, Daniel, déjà, première question, est-ce qu'on a la réponse? ChatGPT, qui es-tu? Oui, en partie, bien sûr, effectivement, totalement. C'est une intelligence artificielle, donc un programme qui tente d'émuler la pensée humaine. D'accord. Et lui-même répond comment à cette question? Il répond bien à énormément de questions, mais ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que la plupart des gens ne l'exploitent qu'à 10%, et qu'en fait, on peut utiliser ChatGPT pour se challenger, que ChatGPT, la meilleure utilisation, c'est en fait quand on l'amène à ce que lui nous pose des questions. Ah, intéressant. Mais en fait, qu'est-ce qui peut, selon vous, nous apporter cet outil dans le domaine professionnel, mais aussi personnel? Énormément de choses, parce qu'en fait, là où ChatGPT est très fort, c'est pour résoudre des problèmes, des situations extrêmement complexes. Il faut vraiment considérer comme si on avait une dizaine de milliers d'experts à sa disposition. Comme si, en général, on connaît un expert en mécanique automobile, on connaît peut-être un expert en marketing. Là, on a tous ces experts à notre disposition, mais quand on appelle un expert, on ne va pas lui dire « Tiens, j'ai un problème avec mon automobile ». On va lui dire « Tiens, quand j'appuie, la seconde a du mal à passer ». On va lui préciser le plus possible. Plus on va être précis avec ChatGPT, plus il va pouvoir nous donner des réponses adéquates et judicieuses. Et alors, j'ai vu dans le livre, il est évoqué que ChatGPT sait faire des choses même insoupçonnées. Quand est-ce qu'il vous a surpris? J'ai donné un exemple. Je donne l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui est à New York, il lui reste $40, il doit passer la journée, il doit déjeuner, il doit passer une après-midi agréable, il doit prendre le bus pour aller jusqu'à l'aéroport, enfin un moyen de transport pour aller à l'aéroport avec l'argent qu'il a. ChatGPT a trouvé une solution à $36. Ça paraît dingue. Et du coup, est-ce que c'est déconcertant? Parce qu'il y a aussi cette question de comment on envisage notre relation avec ces nouveaux outils d'intelligence artificielle générative. Il ne faut pas se tromper, ça reste du logiciel, ça reste du logiciel qui a appris déjà plein de choses et qui ne fait que nous les reformuler. Comment est-ce que vous traitez ce sujet de notre relation à ChatGPT? Non, réellement, on est dans un changement de civilisation, et je ne vais pas dire que tout est rose. Il y a des points complètement inquiétants dans l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos vies, pas seulement avec ChatGPT. On n'a que 5 minutes, donc, mais par exemple, Palantir aux États-Unis, par exemple, essaye de faire comme dans Minority Report, de la prédiction du crime avant que les crimes se produisent. Donc on est en train de changer d'air, tout comme Internet nous a fait changer d'air. Il va falloir s'y préparer. Il va falloir que l'arsenal législatif suive, parce qu'en général, ce sont les lois qui pédalent derrière et qui n'arrivent pas à suivre. Bon, Mais il faut protéger les individus, ça c'est sûr. la photo de couverture, je dois dire, n'est pas super rassurante, un peu inquiétante. Mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressée dans votre ouvrage, c'est son côté pratique, qui nous apprend un peu finalement à rédiger des prompts, à savoir comment on doit s'adresser à l'IA générative. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme exemple, comme bon conseil justement pour bien formuler ces prompts? Il faut considérer qu'on a un pote qui est un expert, mais quand plus on va lui spécifier le problème de façon précise, plus il va pouvoir nous aider de façon précise. Mais ce qui est intéressant, c'est d'inverser la relation. Je donne l'exemple. Demain, imaginons, j'ai un rendez-vous pour me faire un rendez-vous d'embauche. Je peux demander à ChatGPT de jouer le rôle de recruteur, de me poser des questions progressivement les plus tordues possibles, de me dire si je passe le test ou pas. On peut, je prends quelqu'un qui prend le train de temps en temps, il peut passer une demi-heure comme ça à se faire tester par ChatGPT. Ce sont des usages très intéressants. Et pas décevant, est-ce qu'il y a des questions auxquelles il ne sait pas répondre? Bien sûr, non, ChatGPT, son réservoir, c'est le passé, donc il n'est pas bon pour prévoir le futur. Si vous lui demandez qui va être élu en 2027, en présidence de la République, la plupart d'entre nous pourraient faire des pronostics. ChatGPT n'y arrive pas. Oui. Et alors, vous parlez de cette ère de l'intelligence artificielle en libre service dans laquelle nous entrons. Comment est-ce qu'on peut justement apprendre à reconnaître un contenu qui va être généré par une IA générative? Vous nous donnez quelques trucs?
Oui, oui, il y a pas mal d'applications, dont une de OpenAI qui est la société qui s'occupe qui a créé ChatGPT. Il y a plusieurs, comment dire, logiciels qui permettent de repérer des contenus qui ont été créés par ChatGPT, effectivement. Car c'est quand même très malsain, je veux dire, de savoir que des gens vont utiliser ChatGPT pour faire leurs devoirs ou même vous remettre une copie qui vous ferait même payer si vous demandez à des rédacteurs d'écrire, de savoir qu'ils l'ont fait avec ChatGPT. Donc, l'humain et l'intelligence artificielle doivent quand même chacun garder leur précaré. Daniel Ishbia, donc auteur de ChatGPT, qui est paru en juin, donc tout récemment, aux éditions Eni. À suivre, c'est notre séquence Où va le web ?